Aurélie Assouline, vous êtes présidente du collectif 7 octobre créé au lendemain du pogrom en Israël. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de Radio Shalom parce que vous avez saisi le procureur de la République contre Madame Hassan pour apologie du terrorisme. Vous cibliez particulièrement un tweet du 17 octobre 2024, excusez-moi, où la députée européenne affirme que la résistance palestinienne est légitime. Pensez-vous que la procédure a une chance d'aboutir? Alors, c'est effectivement très compliqué à faire aboutir ce genre de procédure. D'abord, c'est pas, l'article 40, qui est un outil pénal, pour les élus et les hauts fonctionnaires, de la fonction publique. C'est un outil qui permet d'attaquer d'autres responsables qui, éventuellement, font l'apologie du terrorisme ou provocation à des actes de terrorisme. Dans le cadre de ce tweet-là, ce n'est pas de l'apologie du terrorisme, parce qu'elle n'a pas revendiqué un acte terroriste en disant c'est bien, même si on sait qu'elle le pense. En tout cas, elle ne l'a pas fait sur ce tweet-là qui est visé. Elle a plutôt fait un appel à la provocation à des actes terroristes, puisqu'en soutenant le fait que la résistance armée palestinienne est une réelle résistance et qu'il faut les soutenir quoi qu'il en coûte, parce que c'est clairement ce qu'elle dit, c'est un appel à des actes terroristes, y compris en France, puisqu'elle est élue de la République française pour le Parlement européen. Et donc, il y a de graves risques de troubles à l'ordre public, ce qu'elle fait depuis quasiment un an maintenant. Et à un moment donné, je pense qu'il faut absolument bloquer ce genre de propos. Pour que ça puisse aboutir, il faut que la France décide de demander au Parlement européen de lui retirer son immunité parlementaire. Et donc, pour ça, elle doit être condamnée. Pourquoi est-ce que les élus européens ou tout élu hein, à l'Assemblée nationale ont une immunité? C'est pour pouvoir dire des choses, même controversées, parce que c'est ses convictions. Donc là, on pourrait imaginer que c'est controversé, mais c'est beaucoup plus que controversé puisque c'est des choses qui sont punies par le code pénal. Et quand quelqu'un, un responsable politique, un responsable de communauté ou peu importe, influence ses électeurs ou ses administrés, euh, il prend le risque, il prend un risque pénal. Et donc, ce risque-là, elle l'a clairement pris, elle le prend volontairement. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut stopper tout ça. Alors, cette action ne fonctionnera peut-être pas, mais il y en aura d'autres. Parce que j'ai décidé que je la lâcherai pas et que tous les tweets qu'elle fera feront l'objet d'un article 40, peut-être pas tous les jours parce que elle s'arrête pas, mais en tout cas les plus graves d'entre eux. Et pour l'instant, les actions contre Imam Hassan, elles se multiplient, mais elles restent lettres mortes, alors que les sorties de la députée européenne sont toujours un petit peu plus radicales. Pourquoi, pour l'instant, elle n'est toujours pas condamnée, alors que on a vu des sorties très radicales depuis le 7 octobre? Je n'en ai clairement aucune idée. Mais à un moment donné, je pense que si le parquet antiterroriste et il y a un autre juge qui s'occupe aussi de son cas, puisqu'elle a déjà plusieurs signalements, à force d'en recevoir, à un moment donné, ils vont se dire, bon, là, il faut agir, on va demander la levée de l'immunité pour pouvoir juger. Hmm. Mais par exemple, la semaine dernière, Atlantico publiait une grande enquête sur les liens entre la gauche radicale et le régime de la République islamique d'Iran. Et dans ce papier, un ancien agent des services de renseignement français a émis l'idée que le Parlement européen se penche sur ce lien et plus particulièrement sur le cas de Rima Hassan. Est-ce que nos institutions, aujourd'hui, elles ont réellement les moyens d'enquêter sur les ingérences d'une puissance étrangère au sein de notre classe politique? Oui, bien sûr, nos services secrets sont très forts, et je pense que ces révélations sont d'abord pas forcément nouvelles pour les services de renseignement, mais qu'ils ont besoin de plus de preuves tangibles pour pouvoir agir. Je rappelle aussi que vous êtes membre du Parti Les Républicains, un parti qui fait aujourd'hui partie de la majorité. Il semble exister une dissonance entre le Premier ministre, qui fait partie de votre famille politique, et l'Élysée sur le soutien à apporter à Israël. Selon vous, aujourd'hui, quelle est la ligne du gouvernement? Bien, pour bien connaître Monsieur Barnier, c'est quelqu'un qui est très équilibré, qui connaît bien l'histoire au Moyen-Orient, qui a beaucoup participé. Il a été plusieurs fois ministre et il a d'ailleurs été commissaire européen. Il a travaillé sur le Brexit. C'est quelqu'un qui est brillant et qui arrive à trouver toujours les bons consensus pour pouvoir avancer. Euh, je pense que par exemple, ce qui s'est passé avec Euronaval, puisqu'on a vu aujourd'hui que finalement Israël pourrait participer, ou c'était hier,
qu'Israël pourrait participer au salon d'Euronaval, sauf s'ils veulent présenter des armes qu'ils utilisent au Liban ou à Gaza. J'ai quand même posé la question si les pistolets à eau fonctionnaient, parce que je vois pas ce qu'ils peuvent présenter d'autres d'ailleurs. Euh, je pense que c'est le résultat d'un débat houleux entre le président et le premier ministre et qu'ils ont trouvé une forme de consensus qui n'a pas vraiment de sens, mais histoire de dire, bah, nous, on peut quand même soutenir Israël et ils ont le droit de venir, c'est un pays démocratique. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne viennent pas présenter leur arme au salon Euronaval. Mais aujourd'hui, on est quand même face à un espèce de flou au sommet de l'État, où on a un président de la République d'un côté qui dit il faut faire un embargo sur les armes en Israël, il ne faut pas que Netanyahou oublie que c'est l'ONU qui a créé l'État d'Israël quand le Premier ministre israélien s'attaque à l'ONU au Liban. Mais d'un autre côté, on a un Premier ministre, un locataire de Matignon, qui s'affiche à la soirée du CRIF et à l'Assemblée nationale avec un badge, un ruban jaune pour les otages et qui a un discours qui est, si ce n'est en soutien, beaucoup plus équilibré sur la situation en Israël et qui dit, par exemple, le préambule à tout accord de cessez-le-feu, c'est d'abord la libération des otages. Donc on a l'impression quand même qu'il y a un espèce de flou et de choc entre l'Élysée et Matignon. Complètement, il y en a un. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est rassurant d'avoir Monsieur Barnier au gouvernement et à la tête du gouvernement. Et puisque, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron, c'est comme d'habitude du en même temps. Euh, il dit qu'il faut évidemment libérer les otages et il travaille à la libération des otages. Très sincèrement, il le fait. Et de l'autre côté, il ne soutient pas Israël sur l'effort de guerre. Et je ne comprends pas. Je ne vois pas comment est-ce que dans son cerveau, il se dit qu'on pourrait récupérer les otages sans faire la guerre compte tenu de la situation. Aurélie Assouline, vous êtes aussi connue donc sur l'antenne de Radio Shalom comme la présidente du collectif 7 octobre, un collectif, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est créé au lendemain du pogrom en Israël et qui s'est donné pour mission de sensibiliser la société française au sort des otages. On a appris ce week-end l'élimination du chef du Hamas, Yahya Sinwar, et juste après, le Forum des otages a demandé la conclusion d'un accord rapide pour la libération des otages. Selon vous, est-ce que l'élimination de Sinwar est une chance d'arriver plus facilement à cet accord? Au contraire, la disparition du chef du Hamas pourrait créer un tel chaos dans l'organisation que des otages pourraient être éliminés par mesure de rétention. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas arrivé tout le temps. Donc ça pourrait arriver. Cependant, il reste beaucoup d'otages et je ne pense pas qu'il y aura une élimination globale de tous les otages parce qu'ils en ont besoin pour continuer à négocier et à s'en sortir parce qu'il reste beaucoup de terroristes qui vont essayer de s'en sortir et de ne pas mourir. Euh, Sinoir était un petit peu le donneur d'ordre, mais finalement, personne n'a jamais parlé avec lui. Donc peut-être y a-t-il d'autres personnes dont nous ne sommes pas au courant, ou en tout cas à notre niveau, qui sont réellement décisionnaires et qui donnent les ordres dans ce cadre-là. Non, je pense qu'il faut absolument garder espoir de pouvoir récupérer tous les otages restants vivants, y compris les corps, puisqu'on sait qu'il y a des cadavres qui sont gardés en otage, et ça, c'est d'autant plus grave. Mais est-ce que la mort de Yahya Noir, aujourd'hui, elle change véritablement quelque chose à la donne sur le sort de ces otages ou en réalité, oui, c'est un coup tactique, mais la guerre continue et la donne n'est pas fondamentalement différente? Non, je pense que la donne n'est pas fondamentalement différente puisque euh, les fonctionnements des mouvements terroristes se font un peu comme des tentacules. C'est des toiles qui sont tissées et il y a plusieurs niveaux de décision, plusieurs personnes qui sont préparées à prendre la suite et je pense qu'ils ont déjà leur successeur, même si on ne sait pas encore tout à fait qui est. Nous avons aussi appris malheureusement le suicide de Shirel Golan, qui est une survivante du massacre du festival Nova. Très rapidement, sa famille a accusé l'État d'Israël d'être responsable de sa mort parce qu'il n'aurait pas assez accompagné la jeune femme dans son choc post-traumatique d'avoir survécu à ce pogrom et que elle se battait depuis un an face à ces démons et que elle aurait donc justement décidé de mettre fin à ses jours parce qu'elle ne supportait plus ces démons. Et sa famille dit c'est l'État d'Israël qui a retué une deuxième fois notre fille et notre sœur. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement israélien accompagne assez les survivants du pogrom du 7 octobre? D'abord, les chocs post-traumatiques sont des états psychologiques qui sont très compliqués à travailler, y compris pour les psychologues.
Ça dure des années. Souvent, on ne revient pas en arrière. On le voit encore avec, ce qui s'est passé, hier puisque, le webmaster de Charlie Hebdo s'est suicidé quasiment 10 ans après. Heu, une fois que tous les procès sont passés et cetera. C'est très dur pour quelqu'un qui est victime d'un choc post-traumatique de d'en revenir. À partir du moment où ils ont, laissé le choc s'exprimer, ils ont décompensé et donc psychologiquement, c'est vraiment très, très compliqué de revenir. Il y a des psychologues en Israël qui s'occupent des survivants. Il y en a beaucoup. L'État finance, d'ailleurs, ils aident, les survivants à hauteur de 10 000, alors je ne sais plus si c'est shekels ou euros. Et puis après, les survivants peuvent faire une demande au Bitoire Leumi et en fonction de leur pourcentage de handicap, ils vont réobtenir, un montant supplémentaire, soit mensuel, soit en une fois. En sachant que si le Bitoire Leumi leur est refusé, ils doivent rembourser 60 de ce que l'État leur a donné. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Certains n'osent pas demander le Vitoire Léonie parce qu'ils ont peur de devoir rembourser 60 et que les frais médicaux coûtent cher, que ce soit psychologique ou physique. Il y a autre chose en Israël aussi, alors c'est pas forcément du fait du gouvernement, mais il y a l'association de Nova Festival, qui a un lieu à Tel Aviv, où il y a des tireurs de cartes de tarot, parce que certains y croient, il y a des psychologues, ils font du sport, des sports d'eau, il y a de temps en temps des chanteurs qui viennent, donc les survivants peuvent se retrouver avec d'autres bénévoles qui viennent les aider, passer du temps avec eux. Je ne sais pas si c'est suffisant. D'abord, je suis pas psychologue. Je sais de sources sûres, pour déjà avoir vu des personnes souffrir de chocs post-traumatiques, que c'est vraiment très difficile, y compris quand on est suivi d'en revenir. Je ne peux pas jeter la pierre contre la famille qui attaque l'État d'Israël de ne pas assez supporter les survivants. C'est peut-être vrai, peut-être faute de moyens, peut-être parce qu'il y a la guerre, il y a d'autres choses à penser et que c'est beaucoup, beaucoup à gérer d'un coup. Je n'en sais rien, mais en tout cas, les parents des victimes du 7 octobre, que ce soit les otages, les survivants ou ceux qui ont été tués, massacrés, ont tous les droits et ont le droit de penser et de montrer du doigt qui ils veulent. La guerre en Israël a commencé depuis plus d'un an et on est en plein dans les fêtes de Tishri, donc ça a été l'occasion pour nous de beaucoup se souvenir du sort des otages. Mais avant le début des fêtes, on a eu cette impression que, avec l'ouverture du front libanais, avec les tensions qui s'accentuaient avec l'Iran, le sort des otages passait un petit peu au second plan, que ce soit peut-être en Israël ou même à l'intérieur de la communauté internationale. On avait un peu plus de mal à en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, on est malheureusement en train d'oublier les otages? Non, je ne crois pas. Je suis en ce moment en Israël, et tout le monde a les otages en tête, ça je vous l'assure. Encore il y a 2 jours, sur un immeuble, ils ont rajouté un nouveau ruban jaune parce qu'ils mettent des rubans jaunes et des Bring Them Home un peu partout dans la ville de Tel Aviv et puis ailleurs d'ailleurs. Tout le monde pense aux otages, en tout cas ici. En France, bah, les personnes qui se sentent concernées aussi, mais la communauté internationale, ça fait longtemps qu'ils ont lâché les otages. Hem Même Emmanuel Macron, qui travaille à la libération des otages, y compris les 2 otages français, fait passer la guerre avant le sort des otages, effectivement, et son avis sur la guerre. On lui demande pas son avis, on lui demande juste de nous rapporter nos 2 concitoyens français. Chaque pays va s'occuper de ses otages et Israël va s'occuper de récupérer les otages aussi, c'est ce qu'ils font. Encore une fois, je pense qu'il faut absolument faire confiance, heu, en l'État d'Israël et à la guerre qu'ils sont en train de mener, les soutenir dans cet effort de guerre. Puisque je rappelle que le 7 octobre, c'est pas juste Gaza qui est rentré en Israël et qui a pris des otages et massacré, c'est aussi le Hezbollah qui tire sur Israël tous les jours depuis le 7 octobre. C'est 7 fronts différents et en même temps. On parle des Houthis, on parle on va pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît en tout cas, sur cette radio. Israël est attaqué sur 7 fronts et donc depuis le 7 octobre, il y a ces 7 fronts à gérer, plus la récupération des otages. Que l'international ait lâché les otages, au profit, de leur non volonté d'escalade de la guerre, oui, ça c'est réel et c'est un scandale. Et c'est pour ça que le collectif 7 octobre, hem, se déploie de plus en plus pour replacer encore une fois, parce qu'au départ ça fonctionnait beaucoup plus, il faut replacer encore et encore les otages sur la carte de l'humanité, rappeler à tout le monde que ce sont des êtres humains, des enfants, parce qu'on a encore 2 bébés, des femmes, il en reste 10, des hommes, des personnes âgées. Il y a encore, le grand-père de Noam, Shlomo Mansour, qui est l'un des plus âgés otages qui est dans Gaza.
Donc il faut les replacer sur la carte de l'humanité. Il faut leur redonner de la visibilité, réexpliquer à tout le monde que ce sont des histoires à part entière de vie qui se sont complètement stoppées le 7 octobre, qu'ils les ont arrachées le 7 octobre à leur vie et qu'il faut les ramener, qu'il ne faut pas les oublier, indépendamment de ce qui se passe, euh, de la guerre en Israël. Juste- Indépendamment. Justement, j'aimerais maintenant qu'on parle aussi de vos actions parce que juste après le 7 octobre, on a vu une campagne très intensive de votre collectif avec l'affichage des photos des otages partout sur les murs de Paris. On les a vus à New York, on les a vus à Londres, on les a vus dans toutes les grandes capitales européennes, ces visages. Aujourd'hui, on a l'impression que on a moins ce genre d'initiative, même si pour ceux qui connaissent Paris, on voit de temps à autre un ruban jaune graffé sur un mur, ou un Brixham Home, ou un Libérer les otages, mais on n'a plus ces grandes campagnes d'affichage avec les photos des otages qui sont accrochées sur les murs. Aujourd'hui, quelles sont les actions du collectif 7 octobre pour replacer les otages au centre du débat et au centre de l'actualité ou au centre de l'humanité, pour reprendre vos mots? Tout à fait. Merci beaucoup de me poser cette question. D'abord, cette situation découle d'un manque de moyens. Il faut savoir que le collectif 7 octobre s'est créé au lendemain tout seul, que c'est devenu une très très grosse association puisqu'on est plus de 6 000 membres d'un coup, ce qui a été très difficile à gérer. On a eu quelques donateurs au début qui ont financé les campagnes d'affichage qui ne peuvent plus le faire. Donc, je fais un appel aussi aux dons aujourd'hui. Vous pouvez nous trouver sur LOSO, collectif 7 octobre, sur LOSO pour pouvoir faire des dons. On a besoin d'argent, on a besoin de pouvoir réimprimer des affiches. On en a aujourd'hui. On a réussi à trouver un montant suffisant pour pouvoir refaire des campagnes d'affichage. On a une grande opération qui est préparée. Je ne donne pas tout de suite la date parce que je voudrais laisser en sécurité tous ceux qui vont mener ces actions, puisqu'on a aussi ce sujet de sécurité. On a du mal à sécuriser les collages, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions pendant les collages. Donc maintenant, on a trouvé un moyen d'avoir assez de sécurité pour chacun des collages, les moyens pour quelques campagnes d'affichage supplémentaires, mais il va nous manquer encore des moyens pour la suite. Et surtout, surtout, il faut le dire, ça fait 1 an que tous ceux qui collent se payent des nounous pour laisser les enfants à la maison, par exemple, mettre leur vie de côté le soir, parfois jusqu'à 2 heures du matin, pour aller coller des images, des affiches des otages. Il faut savoir qu'après 1 an, bah, tout le monde fatigue aussi un petit peu, que c'est un peu plus dur de mobiliser dans les groupes de collège les personnes qui viendraient telle soirée remplir une voiture. Donc, on a aussi besoin de bénévoles. Et donc, je le redis sur votre radio, écrivez-nous sur Collectif 7 octobre officiel sur Instagram ou envoyez-nous un mail sur contact@7octobre.org. Venez, on a besoin de vous, on a besoin de nouveaux couleurs, on a besoin de sang neuf. Aurélie, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est celle du travail de mémoire. On est 1 an après le 7 octobre et on a l'impression que si on a du mal à entendre parler des otages, on a encore plus de mal à se souvenir des victimes du 7 octobre. Et comme après la Seconde Guerre mondiale, on a une relativisation de ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que aujourd'hui, le collectif 7 octobre aussi doit mener ce travail de la mémoire de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre 2023? Tout à fait. Peut-être après les 3 ou 4 premiers mois, on a commencé à se poser la question de la mémoire. Et on s'est dit que tant qu'il restait un otage dans Gaza, on ne pouvait pas passer à cette phase de travail. Pour autant, on a déjà commencé à réfléchir. Et comme on tient des biographies sur chacun des otages sur notre site internet, euh, on souhaite tenir des biographies sur chacune des personnes qui ont été assassinées ce jour-là, qui ont été massacrées ce jour-là. C'est un travail de longue haleine, donc pareil, on a besoin de rédacteurs, on a besoin de personnes, c'est 1200 personnes et plus, hein, de qui il faut rédiger les biographies des otages, donc tenir des veilles. Et c'est un travail qu'on a déjà commencé. Vous me posiez tout à l'heure la question des actions actuelles. On fait beaucoup de travail de mémoire. On essaye sur les réseaux, sur notre site, de remettre les otages et les personnes qui sont décédées ou qui décèdent encore. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un attentat à Hebron et trois policiers ont été tués. L'un des policiers, sa fille a été tuée à Sderot le 7 octobre. Il commençait à reprendre goût à la vie et il a été tué dans un attentat à Hebron il n'y a même pas 1 mois. Donc tout ça, on le dit sur nos réseaux de travail, sur ces liens entre les personnes, etc. Euh, donc on a déjà commencé ce travail de mémoire et évidemment, puisque ça a été un peu plus difficile, surtout pendant les JO, l'été, et puis maintenant les fêtes, de mobiliser des personnes sur les collages,
On essaye de faire un peu plus de médias. Au départ, on nous appelait beaucoup sur les médias. Aujourd'hui, j'ai pas honte de vous dire que parfois, j'appelle les journalistes pour leur dire: «Je veux passer parler de ça parce qu'il s'est passé ça, il faut parler de tel otage, il faut parler de telle personne. Recevez-moi ou recevez un des membres du collectif pour qu'on puisse, en parler au grand public». Aurélie Assouline, je rappelle que vous êtes la présidente du collectif 7 octobre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très bonne soirée à vous. Merci également, au revoir.